Mon cerveau se rallume, passant instantanément du off au on, de la torpeur à la conscience. Et je n'ai même pas besoin d'entrouvrir les paupières pour savoir que je suis seule dans le lit. Je n'ai pas entendu Nicolas se lever, mais je sais qu'il est parti il y a un moment déjà. La fatigue prend tellement le dessus sur moi ces derniers temps que je n'ai même pas eu le courage de sortir du lit pour lui dire au revoir. Aujourd'hui, j'ai prévu de relire entièrement le premier jet d'un manuscrit terminé il y a quelques mois. Un travail de fourmi que je trouve des plus rébarbatifs, sans parler de la crainte de trouver ennuyeux et médiocre le texte que j'ai pourtant mis près d'un semestre à rédiger. Même si je suis parfaitement éveillée, je reste quelques instants immobile dans la pénombre de la chambre. Le jour peine à percer à travers les 2 lignes du volet roulant. Si je le pouvais, je crois que je resterais allongée toute la journée sans rien faire, l'esprit dans le vague. Ici, je suis protégée. Ici, à l'abri dans ma chambre, rien ni personne ne peut m'atteindre. Aucun mot ne peut arriver jusqu'à moi. Alors que si je me résigne à me lever, je deviendrai aussitôt une cible, une proie. J'ouvrirai ma boîte aux lettres et pour y trouver un énième message anonyme écrit en lettres majuscules au marqueur noir ou avec des caractères soigneusement découpés dans des magazines puis collés sur un morceau de papier. Je consulterai ma boîte mail ou Messenger pour y découvrir toujours les 2 mêmes phrases, envoyées par des faux profils. J'irai jusqu'à ma voiture, garée dans la rue pour tomber sur une feuille blanche pliée, en 4 et coincée dans l'essuie-glace. Toujours les mêmes mots, invariablement. Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. Rien que d'y penser, mon estomac se serre, comme si quelqu'un s'amusait à l'essorer de toutes ses forces. Ce quelqu'un joue avec mes nerfs, depuis près de 3 mois maintenant. 3 mois à recevoir chaque jour le même message, sous des formes variées, pour que la désagréable surprise reste intacte. 84 fois à lire les 2 mêmes phrases, histoire qu'elles s'impriment de façon indélébile dans mon esprit, qu'elles le marquent au fer rouge, histoire que je n'ai plus le moindre instant d'insouciance ou de répit au quotidien, que je ne sois en permanence aux aguets, avec la conviction d'être espionné et traqué. Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. Tous les mots reçus sont dans le dernier tiroir de la table de chevet, derrière les boîtes d'ibuprofène et de paracétamol en réserve, bien à l'abri, là où personne n'ira mettre son nez. Et il y a 3 mois, quand j'ai trouvé le premier message entre 2 factures de la boîte aux lettres, je me suis contentée de le plier et de le glisser dans la poche arrière de mon jean. J'étais un peu désarçonnée, c'est vrai, mais rien de plus. N'importe quel adolescent pouvait avoir déposé ce mot pour faire une mauvaise plaisanterie. Au bout d'une semaine à ce régime, j'ai dû me rendre à l'évidence. Ces lettres m'étaient vraiment destinées. Sans pour autant réclamer quoi que ce soit. Sans doute que les exigences n'allaient pas tarder à venir. Une inquiétude sourde a commencé à m'envahir. Mais pas un instant je n'ai songé à me confier à qui que ce soit. Il aurait fallu être innocente pour cela. 1 mois plus tard, je n'étais plus inquiète, mais paniquée à l'idée d'être surveillée par un inconnu, à l'idée que quelqu'un me veuille du mal, au point de chaque jour trouver le moyen de me faire parvenir un message. Le corbeau savait où j'habitais. Il prenait un malin plaisir à régulièrement laisser un mot dans la boîte aux lettres. J'avais le sentiment d'être une mouche engluée dans une toile d'araignée, piégée et impuissante. Aujourd'hui, l'angoisse et les insomnies et les cauchemars ont eu raison de ma santé. Je tente de faire bonne figure devant Nicolas, devant les enfants, mais plus les jours passent, moins je suis capable de faire illusion. Mon teint est cireux, malgré le bush, mon sourire est aussi crispé que factice, mon agressivité permanente est la preuve évidente que quelque chose cloche, même si je prétends le contraire. Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. J'ouvre le volet roulant au ralenti, absolument pas pressé de démarrer une nouvelle journée, qui sera rythmée par la même interrogation lancinante à chaque personne croisée. Est-ce que ce pourrait être elle, la boulangère, la voisine de l'appartement d'à côté qui joue du violoncelle, le hipster tatoué assis à la réception de la bibliothèque, le caissier de la supérette qui me demande si je veux mon ticket de carte bleue, le mendiant installé au feu rouge du coin? Tous coupables, jusqu'à preuve du contraire. Le corbeau pourrait être n'importe qui. Soudain, ma main lâche la corde du volet et il retombe d'une dizaine de centimètres dans un grincement mécontent. J'ai toutes les peines du monde à déglutir. Ma gorge se ferme brutalement.
collé à la vitre avec du scotch transparent un morceau de feuille de classeur sur lequel sont inscrites les 2 phrases sibyllines que j'en venus à haïr. J'ouvre la fenêtre pour le décoller, la referme aussitôt, comme si le corbeau pouvait se trouver de l'autre côté, prêt à bondir pour m'étrangler. Instinctivement, je me dépêche de jeter le message dans le dernier tiroir de ma table de chevet. Vite, vite, qu'il disparaisse de ma vue, vite, vite, que je puisse faire comme s'il n'avait jamais existé. Hier soir ou dans la nuit, quelqu'un s'est aventuré jusqu'au balcon pour accrocher ce mot à ma fenêtre. J'ai la nausée d'imaginer qu'il a pu se trouver si près de moi alors que j'étais endormie. J'ai des sueurs froides de songer que Nicolas aurait pu tomber sur ce message avant moi. Il se serait tourné vers moi interloqué. Et comment aurais-je réagi ? Aurais-je été capable de donner le change, de paraître sereine et innocente, étonnée et insouciante ? Tout ça va trop loin, même si la menace n'est pas explicite, qu'il n'y a toujours aucune revendication. 1 heure plus tard, j'emmène les enfants à l'école, le cœur tellement en vrac que j'arrive à peine à suivre leur pépiment enthousiaste. Ma fille me parle d'une soirée pyjama à laquelle elle espère être invitée. Mon fils me demande pour la 100e fois quel est le nom de mon Pokémon préféré. Les paroles emplissent mes oreilles et mon cerveau au point que brutalement je me sens oppressée et j'explose. Je t'ai déjà dit 1000 fois que c'était Evoli, mon Pokémon préféré. Je hurle sur mon fils qui me fixe d'un air médusé. Au passage piéton, comme d'habitude, une voiture fonce et refuse de nous laisser traverser. Je ne sais pas ce qui explique ce comportement, mais à cet endroit-là, juste en face du parc, aux grandes grilles rouge vif, aucun automobiliste ne cède jamais le passage. Tout ça pour, 1 fois sur 2, s'arrêter 10 mètres plus loin au feu rouge. Je tourne la tête pour suivre du regard la voiture grise qui a failli renverser ma fille. Si je ne l'avais pas retenue, in extremis par la capuche, je ne sais pas ce qu'il se serait passé. Soudain, je vois rouge. « Attendez-moi ici !» Je lance aux enfants avant de me mettre à courir pour rattraper la voiture immobilisée au feu. Quand j'arrive à la hauteur du véhicule, je me penche pour frapper du poing sur la vitre de la conductrice. Elle a une 20aine d'années, une queue de cheval haute et cet air blasé de nature qui m'insupporte dès que je croise son regard. Lentement, elle ouvre sa fenêtre, hausse un sourcil d'un air interrogateur, comme si elle ne savait pas ce que j'allais dire, comme si elle n'en avait absolument rien à faire. « Ça ne vous dérange pas trop d'avoir failli renverser ma fille ?» Je demande, les dents serrées. « Vous n'aviez qu'à regarder avant de traverser, » rétorque-t-elle en jetant un coup d'œil devant, sans doute pour vérifier que le feu ne passe pas au vert. « C'est une blague ? Le code de la route, ça te dit quelque chose, petite conne ?» Je siffle, choquée, malgré moi, par ma familiarité. « Je conduis comme je veux, » riposte la conductrice d'un sourire, d'un air goguenard. À cet instant-là, que mon sang ne fait qu'un tour, je ne saurais pas dire ce qui provoque une telle bouffée de haine. Mais brusquement, je ne suis plus en mesure de maîtriser ma fureur. Cette idiote a manqué renverser ma fille et elle ne daigne même pas s'excuser. Sans réfléchir à ce que je fais, je me vois ouvrir sa portière, à la voler d'une main et empoigner sa queue de cheval, de l'autre pour lui tirer violemment, la tête en arrière. Au moment où les muscles de mon bras se contractent pour la projeter de toutes mes forces contre le volant, dans l'espoir évidemment de lui briser le nez, j'entends mon fils crier devant moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? On va être en retard à l'école !» Aussitôt, ma main lâche les cheveux de la conductrice qui profite de mon hébétude pour refermer sa portière et déguerpir sans demander son reste. Puis aucune trace de son air blasé sur son visage, dans ses yeux. Je n'y lis plus que de la panique. Qu'est-ce qui m'a pris ? Ma fille me tire par la main pour me faire remonter sur le trottoir et je la suis, comme un robot déboussolé. « Waouh, maman, on aurait dit Batman contre le Joker !» s'exclame mon fils en sautillant à côté de nous et en applaudissant d'excitation. Ma fille, elle, croise les bras et me dévisage en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» Jamais encore je n'avais senti une telle rage en moi, capable de me submerger au point de ne plus rien contrôler, de n'être plus qu'un torrent de violence. Si je n'avais pas été interrompue, ramenée à la réalité, nul doute que je n'aurais pu frapper sa tête contre son volant. Encore et encore, jusqu'à ce que son visage soit immaculé de sang.
et qu'il n'y ait plus aucune dent intacte dans sa bouche. Sans un mot, je regarde mes mains qui, à présent, sont agitées de tremblements. Instantanément, cette vision me ramène sans prévenir 3 ans en arrière. Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. Je caresse doucement les cheveux bruns d'Amélie pour l'aider à trouver le sommeil. Elle est allongée contre moi, levée contre mon torse, et je sens son souffle qui s'apaise peu à peu contre ma peau. Moi qui m'inquiétais de son comportement étrange, de ses sauts d'humeur de plus en plus fréquents ces derniers temps, je devrais être soulagée qu'elle se soit enfin ouverte à moi ce soir, qu'elle soit parvenue à se confier. Pourtant, les différents sentiments par lesquels je passe depuis qu'elle s'est tue pour venir se nicher dans mes bras n'ont rien à voir avec le soulagement. Incompréhension, angoisse, impuissance, voilà plutôt le triplet qui se déverse sur moi avec la violence d'un seau d'eau glacée. Quelqu'un me harcèle. Depuis des mois, je n'en peux plus. S'était effondré Amélie une fois que les enfants ont été couchés. Je suis terrorisée. Aussitôt, j'avais attrapé la télécommande de la télévision pour baisser le son et l'avais encouragée à poursuivre. Elle était tellement à bout que je n'avais pas eu besoin d'insister, contrairement à toutes les fois où elle m'avait affirmé en souriant que tout allait pour le mieux. Alors que j'essayais de lui tirer les verres du nez pour comprendre pourquoi elle semblait tellement sur les nerfs. Elle m'avait parlé de ces messages qu'elle recevait quotidiennement, était montée dans notre chambre pour en rapporter une liasse de feuilles sur lesquelles à chaque fois était écrite la même menace. « Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. » Pourquoi ai-je bredouillé en examinant les mots un par un? Amélie était restée muette, assise sur le rebord du canapé, cramponnée à son mug de thé comme à une bouée de sauvetage. Elle s'était tassée sur elle-même. On aurait dit une fillette prise en faute. Est-ce que tu as la moindre idée de pourquoi tu es la cible de tels messages? J'avais tenté, au bout de quelques minutes pesantes, lentement, elle avait hoché la tête, sans oser me regarder. J'avais écarquillé les yeux, stupéfait. À la télévision, une publicité pour Airbnb rythmée par une musique country était venue couper l'émission de Yann Barthès. J'ai tué quelqu'un il y a 3 ans et bientôt 3 mois, pour être exact, avait alors soufflé Amélie d'une voix blanche. Durant quelques instants, mon regard avait été attiré par des enfants qui, sur l'écran, riaient autour d'un feu de camp en faisant griller des marshmallows piqués sur une brochette. Mon cerveau essayait tant bien que mal d'analyser les paroles absurdes que venait de prononcer Amélie. Ses doigts étaient tellement crispés sur son grand mug que les articulations étaient devenues blêmes. « Raconte-moi » j'avais murmuré en détachant ses mains de la tasse pour la poser sur la table basse. Une demi-heure plus tard, après avoir écouté sa confession sans jamais l'interrompre, je n'en menais pas large. Il paraît qu'on ne connaît jamais vraiment les autres, et encore moins ceux qui nous semblent les plus proches. Mais je n'aurais pas imaginé un jour tomber les nues à ce point. La part d'ombre se révélait un gouffre abyssal. Tout a commencé par une lettre envoyée à mon intention à ma maison d'édition, qu'on m'a transmise. Un courrier élogieux qui parlait de mon premier roman, accompagné d'une photo de moi et d'une enveloppe déjà timbrée. L'admirateur s'appelait David, et il voulait que je dédicace ma photo et que je la lui renvoie. Ce que j'ai fait, étant donné qu'il avait pris la peine d'affranchir une enveloppe. Ce David était venu la voir lors d'une rencontre organisée au Furet du Nord. Il était ensuite venu la saluer au Salon du Livre pour la sortie de son nouveau roman. Puis peu à peu, les choses s'étaient envenimées. À chaque événement auquel je participais, il était présent. Dans les médiathèques, dans les librairies, dans les salons. Au début, j'étais flattée qu'un lecteur siliconne la région pour le simple plaisir de me voir et d'échanger quelques mots avec moi. Mais ensuite, quand je l'ai vu débarquer au Salon du Livre de Paris, à celui de Lyon, puis de Montaigu, j'ai commencé à avoir peur face à un homme, certes toujours affable, qui était prêt à traverser toute la France juste pour me croiser. Et il venait voir Amélie pour lui montrer son classeur, qu'il ne cessait de remplir d'articles de ses romans et de photos d'elle, photos qu'il n'hésitait pas à piocher sur les réseaux sociaux et à faire grandir. Et il prenait soin d'atteindre qu'il n'y ait personne d'autre que lui à la table où elle était installée,
pour avoir tout loisir de l'accaparer. Amélie parlait d'un fan. J'appelais ça un psychopathe. Puis la situation est devenue incontrôlable. Il a commencé à m'écrire des lettres directement à mon adresse et je me suis rendu compte à quel point j'étais une cible facile à trouver, à traquer. Une fois, il est même venu à la sortie de l'école, soi-disant pour m'offrir un carnet Moleskine qu'il voulait me donner depuis un certain temps. J'ai commencé à me sentir persécutée, espionnée. J'étais tout le temps sur le qui-vive avec l'impression d'être observée. Amélie lui avait demandé d'arrêter d'être aussi envahissant, mais ce fêlé l'avait mal pris et il s'était montré si blessé qu'elle avait réussi à culpabiliser de la froideur qu'elle affichait désormais vis-à-vis de lui. Malgré moi, en entendant ces mots, mes poings se sont crispés de colère. Si j'avais été dans la vie d'Amélie à cette période-là, nul doute que j'aurais collé mon poing dans la figure de ce type en lui interdisant de s'approcher de nouveau. Le samedi matin, aux aurores, j'avais d'habitude d'aller courir le long de la Deule, pas loin de l'écluse. Je laissais les enfants avec leur père. J'enfonçais mes écouteurs dans les oreilles et je partais une petite heure. Mon moment de solitude et de liberté, mais ce jour-là, j'ai été attrapée par une silhouette sombre et quand je me suis retournée, je suis tombée nez à nez avec lui. Il était en tenue de sport. Il a fait comme si notre rencontre était un pur hasard. J'ai continué de courir sans même retirer un de mes écouteurs. Mais il a attrapé mon avant-bras pour que je m'arrête. Lorsque je lui ai crié de me laisser tranquille, il a saisi le fil de mes écouteurs pour tirer dessus. En souriant, il s'est exclamé, pas du tout essoufflé. « On peut bavarder un moment quand même ?» Amélie avait résumé la suite de l'histoire en quelques phrases fébriles, et j'étais tellement estomaquée que je n'avais même pas eu le courage de l'interroger davantage. Je savais tout ce qu'il y avait à savoir, de toute manière. À force d'être suivie et harcelée, elle avait pété un plomb et les choses avaient dégénéré au point qu'elle pousse violemment le type à la flotte pour se débarrasser de lui. Terrorisée à l'idée qu'il regagne la rive à toute vitesse et cherche à se venger, elle avait pris la poudre d'escampette sans se retourner. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'elle était tombée sur un article de La Voix du Nord annonçant la noyade d'un homme dans la Deule. Sous le choc, Amélie m'avait parlé de tout cela à personne et avait tout fait pour enfouir cet épisode traumatisant au plus profond de sa mémoire, jusqu'à ce que ces messages viennent à nouveau faire de sa vie un enfer, jusqu'à ce qu'un corbeau décide de raviver sa culpabilité et son angoisse. « Tu as une idée de qui peut vouloir te faire chanter ?» lui ai-je demandé, très soucieux. Elle avait secoué la tête, aussi démunie qu'effrayée. Je n'avais pas insisté, lui promettant de la protéger, lui jurant, en jurant qu'il ne lui arriverait rien, que j'y veillerais. Elle est parue un peu rassérénée. À présent qu'elle s'est endormie contre moi, bercée par mes caresses sur ses cheveux, j'autorise mon esprit à réfléchir, à tenter de trouver une solution. Il y a 3 ans, Amélie a tué l'admirateur qui l'a traqué. Il s'agit d'un homicide involontaire, voire même de légitime défense. Avant ce soir, elle n'a jamais parlé à qui que ce soit de ce lourd secret. Et à présent dépassée, elle attend de moi que je prenne les choses en main. Que suis-je censé faire pour l'aider ? Que suis-je censé faire alors que je connais l'identité du corbeau qui lui veut du mal ? Que suis-je censé faire quand je sais pertinemment que la personne qui lui envoie les messages, c'est elle-même ? Lorsque je vois un numéro inconnu s'afficher sur l'écran de mon téléphone portable, instinctivement, j'hésite à répondre. C'est rarement un appel digne d'intérêt, parfois une erreur, souvent du démarchage commercial, qui me hérisse le poil. Malgré tout, sans savoir exactement pourquoi, je me laisse aller à décrocher. « Allô, Karen ?» demande une voix d'homme que je ne connaissais pas. Aussitôt, j'acquiesce et demande, d'un ton méfiant, qui est à l'appareil. « C'est Nicolas, le conjoint d'Amélie, » déclare-t-il, visiblement un peu embarrassé. « Je sais qu'on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai trouvé ton numéro dans son portable. Et comme je sais que vous êtes très proches, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. » Instantanément, les rouages de mon imagination s'activent. A-t-il l'intention de prévoir une fête surprise pour l'anniversaire de ma meilleure amie, dans quelques mois ? Compte-t-il sur moi pour l'aider à trouver un cadeau original qui lui plairait à coup sûr ? Parce que si c'est le cas, aucun problème. J'en ai des tonnes. Une place de concert pour aller voir Eminem, une nuit dans un château soi-disant hanté en Normandie, un gaufrier pour confectionner des gaufres fourrés à la vanille.
Je n'ai même pas le temps de commencer à réfléchir que les idées fusent dans mon cerveau. Mais ce n'est pas du tout l'aide sur laquelle compte Nicolas. Il lui suffit de prononcer une seule phrase pour que je comprenne que je suis à côté de la plaque. Amélie ne va pas bien du tout en ce moment, je m'inquiète beaucoup pour elle. Je le laisse m'expliquer la situation sans rien dire. Assis à mes pieds, mon chien commence à gémir dans l'espoir que je l'emmène faire une balade. Mais je pose mon index sur la bouche pour lui signifier que ce n'est pas du tout le moment d'attendre quoi que ce soit de moi. Nicolas me parle des messages de menaces qu'Amélie reçoit depuis plusieurs mois. Et il m'avoue qu'elle est dans un état de stress et de mal-être de plus en plus difficile à gérer et qu'il se sent complètement impuissant face à ce qui lui arrive. Il y a quelques jours, elle s'est confiée à moi et m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose de terrible il y a quelques années avec un fan obsédé par elle qui n'arrêtait pas de la harceler, un certain David, déclare Nicolas. Ses paroles ont entrecoupé le de longs soupirs gênés. Peut-être n'est-il pas certain de pouvoir se fier à moi. Même si Amélie et moi sommes très liés et que jamais je ne pourrai lui nuire, bien au contraire, mais comme il ne m'a rencontré qu'une ou deux fois lors d'un déjeuner, je comprends qu'il ne sache pas forcément sur quel pied danser. Après quelques secondes de réflexion, ce prénom fait tilt et me ramène à des souvenirs de salon de livres, auxquels Amélie et moi avons participé ensemble. Assises côte à côte, puisque nous demandions toujours en amont aux organisateurs et si c'était possible, histoire d'être certaine de pouvoir papoter un peu entre deux dédicaces. Apparemment, cet illuminé l'a traquée pendant un bon moment. Il la suivait partout et débarquait à chacun de ces événements où elle s'était présente, poursuivit Nicolas, sans doute pour me rafraîchir une mémoire qui me fait pourtant pas du tout défaut, même si je n'ai pas encore réagi. Je vois très bien de quoi il parle, parfaitement même. Amélie m'a dit qu'il était allé jusqu'à la suivre un matin, où elle faisait son footing le long du canal et que les choses avaient, disons, dérapé. Il avait voulu l'agresser, elle l'avait repoussé en panique. Il était tombé à l'eau et elle s'était enfuie. Elle n'a appris que quelques jours après qu'il s'était noyé. En attendant ce que m'annonce Nicolas, j'ai toutes les peines du monde à déglutir. Ma gorge est tellement sèche que je me lève pour aller chercher un verre d'eau. Mon chien me suit en remuant la queue, tout content parce qu'il croit que l'heure de la promenade est venue. Quand je me rassis, peu après sur mon canapé, il pousse un jappement plaintif. À l'autre bout du fil, Nicolas attend que je parle à mon tour. Mais je ne sais pas quoi dire tellement je suis abasourdie. Amélie m'avait parlé de cet admirateur à l'époque. Je m'en souviens très bien. Je commence d'une voix hésitante. Le problème, ce sont ces messages qu'elle reçoit quotidiennement. Je crois qu'Amélie n'a jamais réussi à aller de l'avant après cet accident. Elle se sent terriblement coupable, comme si elle avait assassiné un homme de sang-froid alors qu'il s'agissait de légitime défense et qu'elle voulait simplement s'en sortir indemne. Je ferme les yeux horrifiés. Il faudrait que j'aie le courage d'interrompre Nicolas, mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre pour lui dire ce que j'ai à dire. Lui poursuit imperturbable comme si, en parlant, il se délestait d'un poids lourd à porter. Ça va te paraître insensé, mais ces lettres de menace. Je sais que c'est elle qui les écrit et qui les dépose dans notre boîte aux lettres ou ailleurs. Je l'ai vu faire à plusieurs reprises. Elle se lève au milieu de la nuit, rien que pour ça, et comme j'ai un sommeil léger, je l'ai surprise. Je ne sais plus quoi penser, ajouta-t-il enfin en s'effondrant en larmes. J'attends qu'il se calme un peu pour prendre la parole à mon tour. Je sais que mes paroles ne vont pas être faciles à entendre, mais je n'ai pas le choix. Nicolas, écoute. Je n'ai jamais vu ce David, mais effectivement, Amélie m'en a souvent parlé au salon. À chaque fois qu'il venait l'aborder, je n'étais pas à côté d'elle. C'était toujours à un moment où je donnais une conférence sur mon roman, où j'étais aux toilettes, où j'allais prendre l'air. Je revenais et elle me disait qu'il était encore passé avec ses classeurs, remplis d'articles de presse et de photos d'elle imprimées. Et il lui apportait toujours un paquet de gaufres mertes. Ce sont ses préférés, commente Nicolas, plus calme à présent. Le problème, c'est qu'un matin, au salon du livre à Montaigu, j'ai voulu chercher un mouchoir en papier dans le sac à dos d'Amélie et je suis tombée sur un paquet de gaufres, alors que ce David n'avait pas encore pointé le bout de son nez.
Va savoir pourquoi, je n'ai rien dit. En fin de journée, j'avais une interview avec une journaliste et quand je suis revenue, Amélie s'est plainte que son admirateur soit encore venu tenir la jambe pendant près d'1 heure sans qu'elle réussisse à s'en débarrasser. Elle m'a montré le paquet de gaufres sur la table d'un air dépité. Je raconte d'un trait. Nicolas reste silencieux et soudain, je me demande si j'avais été assez claire. C'était le même paquet de gaufres, tu comprends ? Je le laisse aboutir à la même conclusion que celle que je me suis faite à l'époque. Tu veux dire que ce David, il n'a jamais existé ? Bégaye Nicolas. Quelque temps après, elle a brusquement cessé d'en parler. Elle m'a dit qu'il avait dû se lasser d'elle, trouver une autre cible, et naïvement, j'en ai conclu qu'elle allait mieux, qu'elle avait une sorte de passage à vide et qu'il n'y avait pas de quoi se faire du mouron. Le silence, comme un chewing-gum élastique, s'étire plus longtemps qu'il ne devrait. Ni lui ni moi n'osons reprendre la parole. Ni lui ni moi n'osons prononcer à haute voix la conclusion à laquelle nous arrivons en même temps. Enfin, au bout du temps qui me paraît atrocement long, Nicolas finit par reprendre la parole, complètement abattu. Cet admirateur n'a jamais existé ? Amélie ne l'a jamais tué et les lettres qu'elle envoie à elle-même n'ont aucun sens. Est-ce qu'elle est... Commence-t-il sans parvenir à achever sa question. Folle ? Je tente honteuse d'associer un tel mot à mon ami. Nicolas acquiesce, paraît suspendu à mon verdict. Soudain, mon chien se lève d'un bond pour aller chercher lui-même sa laisse dans le panier de l'entrée. En trottinant, il la porte pour la déposer à mes pieds. Le message est très clair et attendri. Je tapote le sommet de son crâne. Qu'est-ce que je suis censé faire ? M'interrogea Nicolas déboussolé. Tous ces messages qu'elle s'écrit, comment suis-je supposé y réagir ? Je ne sais pas, peut-être les intercepter. Aller les chercher dans la boîte aux lettres une fois qu'elle les a déposées et les détruire sans lui en parler. Je tente en réfléchissant à haute voix. Peut-être ça suffirait à calmer le jeu, à ce qu'elle passe d'elle-même à autre chose. Nicolas répète mes paroles en murmurant, on dirait un enfant perdu. Soudain, je me redresse pour clipser la laisse du collier de mon chien. Il a raison, il est grand temps de prendre l'air. Je suis désolée, je vais devoir te laisser, mais on se rappelle très vite, d'accord ? Je déclare à Nicolas avant de raccrocher à la va-vite, sans même lui laisser le temps de réagir. Je me sens honteuse de me défiler de cette manière, et en même temps immensément soulagée. Après tout, ce ne sont pas vraiment mes affaires, si ? Puis que je me suis confiée à Nicolas, il a changé. Imperceptiblement, je le sens s'éloigner de moi, comme s'il avait peur de ce que je pourrais faire. Je pensais qu'il serait mon pilier, mon roc, mais c'est l'inverse qui se produit. Tout s'effrite, tout se délite. Il n'y a même pas besoin de mots pour que je le perçoive. Je n'aurais jamais dû lui parler de ces atroces messages de menaces. J'aurais dû me contenter de chaque jour les rouler en boule au creux de mon poing et de les jeter à la poubelle, sans m'en préoccuper plus que ça. Je n'aurais jamais dû non plus évoquer David. Le simple fait de raconter ce qu'il s'est passé il y a 3 ans au bord de la Dole a ravivé un traumatisme que je pensais avoir surmonté, mais qui en réalité est encore à vif. J'aurais dû tout garder pour moi plutôt que d'espérer l'aide de quelqu'un d'autre. Parfois, je sens les yeux de Nicolas posés sur moi, quand il pense que je suis absorbée dans une tâche quelconque. Quand je me retourne brusquement vers lui, il détourne la tête aussitôt, mal à l'aise, mais pas suffisamment vite pour que je remarque pas le jugement dans son regard. C'est comme s'il y avait écrit en lettres majuscules rouges « sang coupable » dans ses yeux. Coupable d'avoir tué un homme, coupable de l'avoir abandonné à son sort, coupable de ne pas être allé me dénoncer après coup, coupable, coupable, coupable. La nuit, je fais systématiquement le même cauchemar. Je me retrouve dans une eau noire et glacée, dans l'obscurité la plus totale. Je tourne sur moi-même, paniquée, juste à découvrir, à quelques mètres de moi, Nicolas qui est tranquillement assis dans une petite barque en bois. Terrorisée, gelée, je crie son nom, je le supplie de venir me secourir alors qu'il dérive lentement loin de moi. Je pleure, je hurle, et lui se contente de rire doucement, sans faire le moindre geste pour bagayer en ma direction. Cette nuit-là ne déroge pas à la règle. Quand je me réveille, je suis en nage. Il me faut quelques minutes pour me souvenir de l'endroit où je me trouve et retrouver mon souffle. Je tourne la tête vers la droite, là où Nicolas doit être paisiblement endormi. Je n'ai qu'une envie, me lever contre lui et me concentrer sur les battements réguliers de son pouls pour me calmer. Mon sang ne fait qu'un tour
quand je prends conscience qu'il n'est plus là. Je suis seule dans le lit, seule dans notre chambre et aussitôt, pas encore pleinement tirée du cauchemar qui me hante. Mon cœur s'affole entre les barreaux de ma cage thoracique. Aurait-il pu m'abandonner en pleine nuit, faire sa valise en catimini dans la journée, la plaquer dans le placard de l'entrée, en ayant prévu de filer à l'anglaise dès que j'aurai sombré dans le sommeil? Soudain, je sursaute. Dehors, dans la rue, j'entends le claquement métallique, caractéristique de notre boîte aux lettres, signe que quelqu'un vient de déposer quelque chose à l'intérieur. Ce bruit qu'avant, j'entendais avec excitation d'un enfant, preuve de passage du facteur. Ce bruit qu'aujourd'hui, j'en suis venu à appréhender et à haïr. C'est lui, c'est le corbeau, qui d'autre à cette heure si tardive de la nuit, ou si avancée du matin? Devrais-je me précipiter au rez-de-chaussée de la maison pour le surprendre, pour enfin savoir qui prend un malin plaisir à me menacer, à m'effrayer, qui tient tellement à me faire payer un crime que moi-même je ne suis jamais pardonné? J'aimerais avoir le courage, cette audace, mais la terreur me paralyse et m'empêche de faire le moindre mouvement. Si Nicolas était à mes côtés, je pourrais le secouer et le supplier d'aller en bas, attraper celui qui me fait chanter. Mais il n'est pas là. Comme toujours, je suis seule. La porte d'entrée s'ouvre dans un léger grincement et je l'entends ensuite se refermer discrètement. Je mets ma main sur la bouche, comme si je craignais de ne pouvoir m'empêcher de pousser un cri. Quelqu'un est entré. Il est entré chez moi. Il est là, en bas. Qu'est-ce que je suis censée faire? Malgré la terreur, j'essaie de réfléchir. Mon téléphone portable est dans le salon, branché au chargeur à côté de mon bureau. Impossible de prévenir qui que ce soit. La seule pièce de la maison qui ferme à clé, c'est la salle de bain. Mais aussitôt, je chasse cette possibilité de mon esprit. Les enfants sont endormis dans leur chambre, au second étage. Et il est hors de question de les laisser livrés à ce tordu qui vient de s'introduire au rez-de-chaussée. Dans le salon, j'entends des pas progresser sur le parquet. Le son est feutré, comme si la personne ne voulait surtout pas se faire remarquer. Je repousse doucement la couette pour poser les pieds au sol, me lève sans faire de bruit. Mon cœur a un loupé quand j'entends l'escalier grincer. Il monte. Des yeux, je cherche où me cacher, mais il n'y a aucun endroit où me dissimuler dans la chambre, hormis derrière la porte. J'avise une lampe que Nicolas m'a offerte il y a quelques semaines, une lourde lampe de banquier avec un abat-jour en opaline verte. La plus discrètement possible, je la débranche de la prise et l'attrape pour la serrer contre moi. Les marches de l'escalier grincent à nouveau. Le bruit se rapproche et je me terre contre le mur derrière la porte. Entrebâillé. Les pas vont à présent sur le palier, à quelques mètres de moi à peine. Je suis frigorifié. J'essaye tant bien que mal de maintenir ma respiration au maximum, mais j'ai l'impression que mon cœur tambourine à plein volume dans le silence de la maison. La porte de la chambre s'ouvre doucement et une ombre apparaît. Je me cramponne de toutes mes forces à l'arc de la lampe. Puis, sans réfléchir davantage, au moment où la silhouette entre dans la pièce, je projette en avant le pied imposant. Je frappe avec l'énergie de la terreur et il s'effondre dans un bruit mat. À mes pieds. Porté par l'adrénaline, mes mains s'agrippèrent à la lampe, se lèvent au-dessus de ma tête pour prendre de l'élan et frappent encore, jusqu'à ce que mes muscles à bout ne répondent plus, que je m'écroule à mon tour au sol. J'attends que mon rythme cardiaque s'apaise, puis au bout de quelques minutes, je me relève, tremblante. J'enjambe la silhouette inerte. Machinalement, je repose la lampe sur la table de chevet. L'abat-jour en opaline est brisé. Il n'a pas résisté au choc et mon cœur se serre en pensant à tous les antiquaires que Nicolas a dû écumer pour dénicher cette lampe dont je rêvais depuis toujours. Je rebranche la prise, tire sur le cordon pour ne plus être plongé dans les pénombres. Une lumière douce envahit la chambre. Enfin, je tourne la tête vers celui qui me traquait depuis des mois. Enfin, je vais découvrir son visage. Je tiens mon souffle. Nicolas. Abasourdi, je reste figé, les doigts encore accrochés au cordon de la lampe. Le corbeau, c'était lui. Celui qui m'a écrit tous ces messages de haine, c'était lui. Pourtant, il a tellement bien joué la comédie
quand je me suis confiée à lui et que je lui ai raconté le drame qui s'était produit avec l'admirateur qui avait fait de ma vie un enfer. Il a eu l'air tellement surpris, tellement en colère pour moi, tellement peiné de ne pas avoir pu me défendre à l'époque. Je m'attendais à tout sauf à lui. Mes épaules s'affaissent, mes muscles se relâchent, tout est fini. Alors lentement, je m'agenouille auprès de Nicolas. Un par un, je ramasse les morceaux d'opaline translucides autour de son corps, en prenant garde de ne pas me couper. Je doute qu'on puisse se les recoller. Ils sont trop petits, mais je me renseignerai quand même. Car l'autre jour, j'ai lu un article sur un art japonais qui consiste à réparer les objets brisés en rassemblant leurs morceaux et en soulignant les jointures avec de la poudre d'or, sublimer les fêlures, magnifier les failles. Je sais ce que tu as fait, il est temps de payer. Une fois que j'ai ramassé tous les éclats, je me rassois sur le bord du lit, pensive. J'espère de tout cœur qu'il sera possible de réparer ma lampe. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait offert. J'y tiens tellement.